comme les autres. Alors comme vous le voyez, nous ne sommes pas à la salle FART comme nous avons coutume d'être habituellement pour cause de crise sanitaire, mais nous sommes dans un studio télé car il était important pour nous de maintenir des rendez-vous réguliers autour du gouffre et nous allons donc inaugurer tous ensemble un nouveau format de visioconférence en ligne et en direct. Donc le gouffre, c'est effectivement un canyon pas comme les autres et c'est une caractéristique unique de Cabreton et de notre territoire car il fascine, il aiguise la curiosité, il fait peur quelquefois. Donc, le gouffre, en fait, l'ambition de la ville autour du gouffre, quelle est-elle ? Elle est de promouvoir la connaissance de ce canyon, parce qu'en fait, il fait partie de notre environnement. Et pour bien, j'ai envie de dire, protéger notre environnement, il est important de connaître ses caractéristiques, ses lois, ses forces et ses faiblesses. Et c'est le projet que porte la municipalité depuis maintenant 2015 et plusieurs années. Donc, le gouffre, il est aussi au confluent, j'ai envie de dire, de plusieurs disciplines. Bien évidemment de la science, puisque la science nous permet de le connaître, mais également de l'histoire de la ville et aussi des histoires, car il a inspiré beaucoup d'histoires et de légendes. Mais quand on parle du gouffre, on parle aussi de plein d'autres choses. On parle de pêche, on parle d'économie et on parle aussi de sport, de vagues bien évidemment et de rayonnement international, puisque le gouffre est la raison pour laquelle la ville de Cabreton est jumelée avec la ville de Nazaré au Portugal, puisqu'ils partagent la caractéristique commune d'avoir un canyon relié à leur littoral. Les deux villes partagent cette caractéristique-là. Donc, le dialogue que nous allons entendre aujourd'hui, la discussion, va être, à mon avis, passionnante et je me réjouis d'ores et déjà de l'entendre parce que c'est un beau reflet de la multidisciplinarité du gouffre, puisque nous allons avoir Hugo Verlhomme, que vous connaissez bien, puisqu'il porte le projet du gouffre initié par la ville depuis maintenant 2015. Hugo est écrivain. Il est conférencier, avec Nicolas Bidou, du membre du Club des Aquanautes, qui est lui plongeur, écologue, et qui collabore avec les scientifiques. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse profiter de cette conférence, et je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, Hugo. Alors, ce canyon dont on parle tellement, qui est à la fois méconnu et mystérieux, de plus en plus étudié. Tout le monde se demande comment ça s'est formé, donc c'est vrai que c'est une très longue histoire, les canyons, ça remonte à très loin. Et qu'il y a beaucoup de phénomènes. Il n'y a pas un phénomène qui permet de dire les canyons sous-marins se sont formés de telle façon. C'est pour ça que c'est passionnant aussi. Et comme le disait Claire tout à l'heure, il fait partie des seulement 3% de canyons au monde, notre gouffre, relié au littoral, et ce lien au littoral rappelle son lien à un fleuve, puisque ces canyons de type gouffre sont reliés aussi à un fleuve. Ce fleuve étant le fleuve Adour, qui se jetait à Cabreton jusqu'en 1578, époque à laquelle l'Adour a été détourné vers Bayonne. Et on trouve des traces de l'Adour, on trouve des traces évidemment beaucoup plus lointaines quand on étudie le canyon, notamment ce fait assez extraordinaire de se souvenir qu'il y a seulement 20 000 ans, c'est-à-dire à l'époque où, en gros, on était dans les grottes de Lascaux en train de peindre des choses magnifiques. Il y a seulement 20 000 ans, donc il y avait des humains un peu partout sur le territoire. Eh bien, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas, non pas plus éloigné, mais plus bas, ce qui veut dire que le canyon de Cabreton était émergé comme un fjord et qu'il se peut très bien que des humains aient vécu au large de Cabreton, au bord du canyon. Donc effectivement, il y a toute une histoire très très méconnue, cette glaciation après la remontée des niveaux marins. Et donc les canyons en fait se forment par les hauts et bas niveaux marins, c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes variations de niveaux marins, des remontées, des descentes tout au fil des millions d'années, et que ça a creusé petit à petit le talus continental, l'endroit où on descend vers les abysses, et là se sont formées ces espèces d'immenses vallées, d'immenses fleuves sous-marins, puisqu'un canyon comme le nôtre est aussi une espèce de fleuve sous-marin, dans la mesure où circulent au fond du canyon, on en reparlera, des courants très puissants, des glissements de terrain qui font que ces canyons sont incroyablement vivants et passionnants à étudier. Donc au fil du temps, des chercheurs se sont mis à travailler sur le canyon depuis à peu près, disons, le 19e siècle, pour simplifier,
notamment le marquis de Folin, qui était un des premiers à faire un tour du monde océanographique, puisque la plupart des tours du monde de l'époque, c'était des tours du monde pour trouver des terres, des îles, des territoires. Mais le tour du monde du HMS Challenger dans les années 1870 et quelques, c'est un tour du monde spécifiquement pour étudier l'océan partout dans le monde. À bord de ce Challenger, on avait notre marquis de Folin, qui est un océanographe assez important du 19e siècle, dont les travaux ont inspiré le prince régnier de Monaco, qui a décidé de lancer Monaco dans l'océanographie indirectement grâce au marquis de Folin. Donc vous voyez que finalement ce petit canyon, parce que le marquis de Folin, quand il a cessé son tour du monde, il est devenu capitaine du port à Bayonne, et là il a affrété des bateaux, dont un petit aviso, pour faire des recherches océanographiques, notamment sur le canyon de Cabreton. Il y est allé plusieurs fois, il a fait des prélèvements, il a trouvé une espèce endémique, le Bathysciphon cabritonensis. Et puis il a écrit des textes absolument passionnants qu'on lira sans doute à la journée du Gouffre en partie la prochaine. Donc ensuite il y a Ifremer qui a commencé à vraiment étudier la topographie du canyon de façon pendant des années avec des bateaux, des sonars à balayage latéral, tout un matériel. Et petit à petit, au fil des dernières 20 années, on a vu naître sous nos yeux la morphologie de ce canyon qui démarre à Cabreton-Osgore. Il ne faut pas oublier Osgore dans l'histoire parce que Osgore a la seule vague de récifs des Landes en gros qui est la nord grâce au canyon, et Cabreton est le seul port des Landes évidemment grâce au canyon. Donc ce canyon il démarre sur Osgore-Cabreton et il s'en va parallèle à la côte espagnole sur 300 km. Il tourne au niveau de Santander et là il se fond dans la plaine abyssale. Donc c'est un immense objet géologique, un petit peu comparable on pourrait dire pour l'imagination des gens au canyon du Colorado, et dans lequel il y a évidemment une biodiversité incroyable, des paysages extraordinaires qu'on va s'efforcer petit à petit de déchiffrer et de vous faire un petit peu découvrir. Mais disons que jusqu'à il y a quelques années, personne ne savait à quoi ressemblait un canyon sous-marin, et le nôtre commence près du bord. L'intérêt de ça, c'est que des plongeurs peuvent y aller. Or, on a des plongeurs ici qui ont petit à petit exploré un peu les rochers, les reliefs devant Cabreton et Osgore. Et donc, les aquanautes, entre autres, il y a d'autres plongeurs aussi qui plongent maintenant sur la tête du canyon. Mais les aquanautes ont été assez pionniers en la matière, et puis au point de se passionner suffisamment pour ces plongées pour pouvoir travailler avec les scientifiques à assez haut niveau, que ce soit avec Ifremer, le CNRS, les universités locales, pour échanger sur la géologie et la biodiversité. Et peut-être que Nicolas, toi qui fais partie des aquanautes, tu pourrais nous raconter ta découverte progressive de ce paysage de la tête du canyon. En effet, comme tu nous as dit ça, Hugo, c'est que ce canyon, il a fallu attendre un certain temps pour se rendre compte qu'en fait il était unique. On savait tous qu'il y avait quelque chose devant en sortant de l'estacade, qu'il y avait des profondeurs importantes. Il s'appelait le gouffre de Cabreton, mais c'était quoi son originalité par rapport au reste des autres canyons? Mais ça a attiré notre curiosité et nous a incité à aller au-delà des spots de plongée que nous connaissions, pour aller à la limite justement voir un peu ce canyon. Et puis, comme tu l'as dit, la technologie a progressé et on a voulu amener des images là justement que tu peux commenter. En effet, là c'est différents paysages du fond des rebords du canyon. L'intérêt, c'est qu'on passe du monde horizontal au monde vertical. La plongée, c'est une activité où on évolue beaucoup dans la 3D. Et bien, sur le rebord du canyon, on part de la zone horizontale. Tout d'un coup, en une marche, on se retrouve à 2 pas des abysses. C'est au sens propre du terme, puisqu'on atteint des profondeurs très importantes. Donc ici, quelques images d'ambiance. Ces roches. Dans les Landes, on est beaucoup au sable, oui, pas mal de fond fixés. Et donc, ce canyon, si on peut laisser la dernière image, c'est possible. C'est compliqué ça. Tout le monde a vu l'ambiance, c'est vraiment comme une marche où t'as un rebord. Ouais, et on se demande qu'est-ce qu'il y a plus loin.
Et donc on a envie d'aller visiter ça. Voilà. Donc ça nous a poussé à augmenter notre technicité pour satisfaire notre curiosité. Et en fait, c'est ça. Ce qui a été étonnant, c'est que cette curiosité qu'on avait pour nous, mon petit égoïste de plongeur, elle a eu un intérêt parce que les images qu'on ramenait a beaucoup intéressé les non-plongeurs. Et au fur et à mesure qu'on ramenait des images, on se rendait compte qu'elles avaient des utilités pour le grand public, mais aussi pour les gens qui étudiaient le canyon, de voir justement la nature du fond. On a la chance d'avoir une jolie carte, Google Earth, qui illustre justement ce canyon. Et on va voir justement que sur cette carte, qu'on a les zones de plongée sont variées et sont la plupart du temps en bordure de canyon. En plus, il y a les recherches d'Hervé Gillet sur la Terre. Ouais, c'est Hervé, grâce à cette relation avec l'Université de Bordeaux, où on était curieux de leur carte bathymétrique, et eux, ils étaient curieux de nos images. On a pu collaborer, et on a abouti justement à la mise en commun de cette carte, où on voit les spots de plongée, mais aussi on peut deviner les zones de relief du plateau landais, cette grande partie sablonneuse, se retrouvent quelques zones rocheuses. Et bien voilà, cette carte, il fallait l'explorer. On avait un jardin juste devant nous et on n'en connaissait pas tous les recoins. Ce qui est quand même extraordinaire, il faut le dire, sur cette tête de canyon, et c'est le travail d'Hervé Gillet et d'autres, c'est qu'elle se modifie presque d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que quand on voit le canyon, quand on voit des cartes, qu'il se modifie au fil des siècles ou des milliers d'années. Et pas du tout, il y a une dynamique interne au gouffre, au canyon, qui fait qu'il se modifie de façon spectaculaire, au point que quand on a cherché à poser un câble en dessous, on s'est aperçu que l'endroit qui avait été choisi, en fait, est parti en glissement de terrain énorme en quelques mois, sur des centaines de mètres. Donc on voit des ravines qui se forment, d'autres qui se comblent, et puis il y a quelques blocs qui restent bien, comme l'éperon, cette espèce d'éperon rocheux, qui est probablement, cet éperon focalise probablement la houle. J'en parlais avec Jean-François Bourrier d'Ifremer au téléphone à propos de la Nord, et il pense qu'effectivement l'éperon et le bord nord du canyon peuvent focaliser la houle au point de provoquer cette vague qu'on appelle la Nord, et que vous cherchez, vous, à explorer sous l'eau pour trouver l'endroit où se forme la vague. Voilà, c'est qu'on est habitué à chercher les zones de roche, et en effet, d'après toutes les infos que tu nous as données, il semblerait que là, dans cette partie amont du canyon, et le fait que cette tête soit fixée de telle façon, c'est qu'il y a un substrat rocheux derrière, et on cherche à essayer d'élucider par nos explorations. Et c'est aussi l'avantage d'aller faire des plongées moins profondes, parce que la plupart des rebords, les images qu'on a vues, c'est des plongées quand même pour des plongeurs expérimentés, à partir de 40 mètres et bien au-delà. Aussi, tu as dit, Hugo, ce camion y vit. Il vit actuellement, il a vécu, tu as parlé du niveau 120 mètres plus bas. Nous, ça nous impressionne quand on plonge, on se dit peut-être que nos ancêtres, ils marchaient là, ils ont fait un campement, ils sont arrivés sur le rebord, on se dit, on va faire traverser. C'est comme qu'on traverse, bon, on va attendre peut-être la marée, contourner, camper. Ouais. Donc, il y a des gens qui ont marché à des profondeurs où nous, on n'a pas encore plongé. C'est ça. Premièrement. Deuxièmement, ça c'est l'échelle humaine, il y a l'échelle géologique. À comprendre ce canyon, c'est assez particulier. Mais justement, c'est là où Hervé Gillet et tous ses collaborateurs de la fac de l'Université de Bordeaux ont été intrigués par des images qu'on avait ramenées qui racontent un petit peu l'histoire géologique du canyon, ces fameux remontées de fluide. Pour ça, on a une petite image où on a fait un prélèvement et une petite image de prélèvement où justement où on a eu l'occasion
de faire partager nos observations et ça a abouti à un travail intéressant. C'est que voilà ce que nous croyons être au fond à l'origine des troncs d'arbres, parce que tu nous disais la mer était plus basse. En fait, les scientifiques nous ont dit non, ça nous intéresse, c'est sûrement pas du bois. Et du coup, on a remonté un morceau pour qu'il soit échantillonné et étudié. Il s'est avéré que ce morceau-là, en fait, a amené bien plus d'informations qu'on pouvait l'imaginer. On peut garder la dernière image. Avant qu'elle J'ai exigeant. Donc dans la dernière image, on a vu cette espèce de doigt sortir des roches. Et en fait, ça représente bien qu'est-ce que c'est ce morceau qu'on a remonté. Il s'agit en fait d'une cheminée qui s'est formée par la sortie de fluides. On suppose, enfin, les scientifiques supposent qu'il s'agit surtout du méthane. Et ce méthane, en sortant continuellement du sol, a servi de nourriture à des plein d'organismes qui étaient dans le sol et ont précipité et formé du calcaire, des carbonates, en famille et calcaire. Ces carbonates, on les appelle autigènes, ils sont formés sur place et ça s'est accumulé et a formé cette cheminée. Ensuite, les sédiments de surface ont bougé, les courants les ont emportés, la houle, puisque le niveau de la mer est remonté, etc. Il y a des changements. Et ces cheminées sont toutes cassées dans tous les sens et ont donné cet aspect. On en a ici, on a la chance d'avoir un échantillon où on remarque justement que le petit trou par lequel passait le gaz de façon continue. Et l'étude justement des restes animaux qui sont dans cette roche permet de savoir justement quel type de gaz précisément, les débits, les quantités. C'est ça l'enjeu pour les scientifiques, pour comprendre comment le canyon a vieilli, a évolué tout au long pour en arriver jusque-là. Or, ce gaz, il pourrait y en avoir encore. Et on nous a demandé d'avoir l'œil, justement. Et donc, il y a une zone où on est supposé en rencontrer. Et donc, dans nos plongées, on jette l'œil, justement, pour chercher ces bulles de gaz. Donc, c'est des bulles qui remontent qui remonteraient plus ou moins de façon continue ou par saison. En fait, les bulles, c'est ou soit des organismes vivants ou du gaz, méthane, notamment, puisque finalement, le bassin aquitaine est riche en gaz et en pétrole. Et alors, puisque tu parlais des créatures qui se fixent autour du méthane, parle-nous un peu de la biodiversité. Alors, je vous ai amené quelques images. Que vous rencontrez. Quelques images de la vie sur les rebords du canyon. Voilà. On nous demande souvent, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans. Alors, il y a pas mal de couleurs. Il y a des oursins. On y voit ici un saint-pierre, par exemple. Voilà. Un poisson-lune mythique, pour les plongeurs, mais aussi pour les plaisanciers. Il fait partie du patrimoine, on va dire. Une gorgone avec une rascasse. Le Kong, en fait, tous ces habitants de roches. Et on se rend compte en même temps que ces rochers, finalement, il y a de la couleur. C'est pas un monde sans lumière. C'est pas lunaire. C'est pas un monde sans couleur, voilà. Même un endroit là, comme ici, on dirait un petit jardin. Ouais, c'est beau. Donc tout ce qu'on voit là, ce sont des animaux. On n'a pas vu d'algues, parce qu'on est à des profondeurs telles que la lumière n'y arrive pas. Ouais. Et donc tout l'espace est libre et pour que les animaux changent de forme. Et ces gorgones, on pourrait les comparer à des fougères qui veulent capter la lumière. Les gorgones, elles sont des animaux qui sont mis en position pour capter du nutriment dans le courant. Ouais, d'accord. Ils cherchent voilà. Donc finalement, le monde sous-marin est le monde des animaux. Mais alors ça, c'est juste la porte d'entrée, quoi. Donc, oui, là, les images qu'on a vues, on est entre 70 et 50 mètres de profondeur. Et c'est vraiment le rebord du canyon. En allant plus profond, on manque de lumière et de suite, la vie, c'est basé vraiment sur le courant. Et les parois sont exposées à des courants plus importants et des mouvements de sédiments qui font que la faune fixée a du mal à rester fixée, quoi. Voilà. Donc tu pourrais aussi nous parler de la plongée que tu as fait dans le canyon que vous avez fait les aquanautes, dans le canyon de Nazaré, puisque
Le canyon de Nazaré ressemble à notre canyon à nous, ce qui fait que nous sommes jumelés effectivement pour cette caractéristique, parce que ces canyons sont rares, et en plus c'est le plus proche de chez nous, le canyon de Nazaré du type gouffre. C'est ça. Et en fait, donc évidemment, il est connu pour la plus grosse vague au monde qu'on puisse observer, en tout cas depuis la Terre. Mais la tête du gouffre de Nazaré, qui s'approche très près du bord, n'avait pas du tout été explorée, ou très peu de façon superficielle. Et avec l'accord et l'amitié des gens de Nazaré, vous êtes allé là-bas à 2 ou 3 reprises pour plonger dans un endroit où personne n'avait plongé auparavant. Exactement. Grâce aux journées du gouffre, on a compris que le gouffre de Cabreton était unique, mais pas tout seul. Et là, on a appris qu'il y avait un autre gouffre pas loin. Et nous, on s'est dit, toute cette curiosité qu'on avait par rapport au gouffre de Cabreton, on avait envie d'une chose, c'était d'aller explorer ce canyon de Nazaré. Et justement, les intervenants de Nazaré nous parlaient, montraient le carte et tout, mais il n'y avait pas d'image du fond, très peu. Et donc on s'est dit, allez, nouveau challenge pour les aquanautes. On a monté une expédition. Là, on vous a apporté quelques images aussi. Donc on a pris du matériel avec nous et on est parti pour explorer le canyon, mais à toute fin utile. C'est-à-dire que là aussi, nos observations sous-marines auraient pu avoir un intérêt. On a été missionné pour faire des prélèvements de sédiments sur tous les rebords du tombant de Nazaré. Ces prélèvements allaient de 15 mètres jusqu'à 90 mètres de profondeur. Or, nous avons ramené du sable, mais aussi beaucoup d'images. Ouais. Donc on voit que le canyon de Nazaré est très riche en vie sous-marine. Et là, notamment des cours d'eau froide, des alges sommaires. Il y a beaucoup de paliers, de failles. Oui, la roche n'est pas tout à fait de la même nature. Ouais. Elle est d'origine calcaire, avec des strates. Et contrairement à Cabreton, à Nazaré, il y a une part extérieure du canyon qui est hors de l'eau. On a une idée de ce qu'il peut y avoir sous l'eau. Sauf que sous l'eau, c'est vraiment le spectacle. On vient de le voir avec ces images. Il y a beaucoup de couleurs. Ouais. Plus que du côté de Cabreton, pratiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes profondeurs. Ouais. Et puis les courants, tout ça. En tout cas, il y a des différences, mais il y a plein de similitudes. Et au-delà du sable qu'on a ramené, l'exploit technique d'aller au fond du canyon de Nazaré, personne n'y avait été, on était content, des défis techniques, des défis humains. C'était aussi une aventure humaine parce qu'on a pu discuter longuement avec des chercheurs portugais qui étudient ce canyon. Et justement, on est allé chercher du sable et on est revenu avec plein de couleurs, plein d'images. Et ça, c'est la suite qu'on aimerait projeter avec eux, c'est qu'ils ont besoin de faire un genre d'inventaire un petit peu de ces parois pour eux aussi, comme nous, mettre leur canyon en valeur. Voilà. Et aussi montrer un peu l'endroit où la vague se forme. Il y a le côté... Pouvoir mettre des capteurs. Voilà, exactement. Il y a le côté hydrodynamisme qui intéresse beaucoup les chercheurs portugais pour comprendre toute l'énergie de la vague de Nazaré. Et cette énergie a sculpté une partie du canyon. Parce qu'il faut expliquer pour ceux qui ne savent pas que c'est grâce à ce canyon spécifiquement que peuvent se former ces vagues, qui est la rencontre de 2 ou 3 courants, de 2 ou 3 trains de vagues qui se percutent. Donc c'est vraiment cette tête de canyon avec ce pic qui permet la formation de ces vagues géantes. Voilà, un effet de tuyère qui condense la houle et qui la projette sur des fonds peu importants et où la houle se gonfle un peu comme nous à la nord en plus petit. Voilà. Donc ça, c'était une aventure humaine, parce que toute cette histoire-là, c'est l'histoire de plongeurs. Et aux aquanautes, on est une bonne bande de plongeurs passionnés. Et tout ça, c'est un travail d'équipe, d'humains. Il y en a un qui a une idée, d'autres tempèrent, et puis tout ça se monte en projet. Et donc, je vais profiter de l'occasion, moi, pour glisser un petit mot à tous mes camarades de plongée. On a quelques images. On ne peut pas tous les annoncer, mais pas de plongeur, pas de pilote, pas de plongeur, pas de sécurité de chasse, pas de plongeur. C'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Donc je citerai Jean, Yves, Léo, Jérôme, Sébastien, tous mes camarades de plongée avec qui Luc, avec qui et Jean-Louis, c'est sûr.
avec qui Stéphane, tout ça, avec qui on a pu faire de belles plongées, qui sont devenues des souvenirs, des expériences, mais qui donnent justement l'envie d'aller encore plus loin explorer notre canyon. Un petit mot aussi pour Greg et Yves, il nous tarde de vous voir en combinaison de niveau. Donc, tout plein d'aventures en plus qui vont arriver à venir. Parce que le canyon, bon là on a parlé de Nazareth, on a parlé de la tête du canyon, mais comme on disait tout à l'heure, le canyon il fait 300 km de long, alors on sait bien qu'on ne va pas explorer les 300 km, mais il y a beaucoup de choses à apprendre et à observer, notamment au niveau de la biodiversité, oui. Parce qu'on le voit un petit peu sur les images derrière nous, il y a quand même des espèces très rares qu'on trouve spécifiquement dans le canyon. On appelle ça des hotspots de la biodiversité. Et du fait qu'il y a un mélange de courants, un mélange d'espèces, du coup, ces espèces s'enrichissent elles-mêmes et on trouve certaines espèces même d'oiseaux qui viennent parce qu'il y a certains types de poissons, qui viennent parce qu'il y a d'autres poissons fourrages, etc. Et tu pourrais nous expliquer aussi ce principe dont tu me parlais tout à l'heure de plateforme de rencontre. Ouais, c'est-à-dire que au fur et à mesure de nos explorations, bon, tu l'as dit, le canyon, il est connu par les pêcheurs. On y pêche le chipiron, on y croise du poisson-lune. C'est-à-dire que même si on ne met pas la tête sous l'eau, on sait qu'aux alentours du canyon, la biodiversité, elle est là. Hein, plein de mammifères marins, plein d'oiseaux, tout ça. Et nous, au fur et à mesure de nos plongées, on a vu les poissons de chez nous, c'était normal. Des poissons un peu plus saisonniers, comme le poisson-lune, etc. Et petit à petit, on s'est intéressé à des choses un peu plus originales et on a commencé à trouver du corail d'eau froide. Corail d'eau froide, ça, on sait que ce sont des espèces rares, protégées. On connaît tous le corail rouge de Méditerranée, mais il existe d'autres types de coraux. Ici, on voit l'image par exemple du corail noir. On dit noir parce que quand il est mort, son squelette est mort. Ouais. Il est connu en bijouterie. Et puis on a trouvé des gorgones, comme là les gorgones jaunes qu'on voit, qui sont en fait des... Alors on a participé avec des prélèvements qui ont pu permettre de faire des analyses génétiques, de confirmer qu'il s'agit de gorgones qui viennent de Mauritanie. Donc des gorgones qui viennent de Mauritanie, du corail noir qui est plutôt méditerranéen. Il y a un nudibranche, on ne sait pas trop d'où on est en train de vérifier un petit peu qui est-il. Du corail jaune, bref, il se passe quelque chose. Ces espèces-là, ce n'est pas l'endémisme. Par contre, le fait qu'elles soient toutes regroupées ensemble, là, on est peut-être dans une certaine forme d'endémisme d'association. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait développer davantage, ce qui permettrait de mettre le canyon de Cabreton, le gouffre, de façon encore plus... en lumière. En Tu veux lumière, dire que ce sont des espèces qu'on voit éparpillées généralement, ailleurs, et que là, elles sont regroupées dans la zone du canyon. Oui. Les conditions sont particulières entre le climat, les profondeurs, Les courants. En plus, ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'il y a une espèce de veine d'eau méditerranéenne qui arrive de Méditerranée dans l'Atlantique Nord, qui est repoussée en fait par le principe d'escalier roulant qui se passe à Gibraltar avec l'Atlantique qui rentre en Méditerranée et la Méditerranée qui en dessous forme une espèce de tapis roulant qui remonte jusqu'en Irlande. Et donc cette eau méditerranéenne, c'est une veine d'eau méditerranéenne, ça s'appelle la VEM, on peut la chercher, c'est assez intéressant comme phénomène, mais il y a une veine d'eau méditerranéenne qui vient se caler dans le gouffre. C'est-à-dire que dans les eaux du gouffre, on a des eaux méditerranéennes avec des planctons, avec toutes sortes d'espèces qui viennent de Méditerranée, ce qui montre le melting pot. Oui, nous, simples plongeurs, on a déjà observé justement des espèces méditerranéennes aux alentours du canyon, du mérou, on a croisé du mérou, du denti. Les pêcheurs, eux, ont déjà pêché des poissons un petit peu exotiques et finalement, ils remontent avec la veine. Voilà, et ça devient de plus en plus fréquent. Donc, parce qu'aussi, on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ça. Le changement climatique qui fait qu'on voit arriver des dorades coryphènes, des barracudas, des espadons, des marlins qu'on ne voyait pas avant. Et donc, le canyon pourrait être un espèce de passage obligé et du fait de ce relief fixé finalement et capter des espèces qui viennent d'ailleurs et les regrouper là comme un carrefour, comme un point de rendez-vous.
Blabla espèce. Blablacar espèce. Voilà, ouais, et puis, sans parler de tous ces tourbillons, les Swoodies qui entraînent avec eux toutes sortes de populations. Donc c'est vrai que cet endroit du canyon est une espèce de brassage géant des espèces, c'est ce qui explique aussi qu'on ait des calmars géants, des baleines, des cachalots. Et depuis 2 ans à peu près, on observe curieusement au large de Cabreton et dans toute cette zone qui va de Hendaye vers Messanges, tout ça, on observe vraiment des regroupements de dauphins absolument exceptionnels au large de nos côtes qu'on ne voyait pas aussi fréquemment il y a quelques années. Quelques centaines de dauphins qui sont là presque de façon sédentaire et récemment encore, il y a quelques jours, jusqu'à 80 globicéphales. Donc il y a un truc intéressant qui se passe aussi, c'est qu'on voit plus de cétacés depuis 2-3 ans qu'on en voyait avant. Au-dessus du canyon. Nous, on a la chance, avec nos allers-retours vers les spots de plongée, de croiser justement régulièrement les dauphins, les dauphins gris, les dauphins communs. On les croise rarement sous l'eau parce qu'ils gardent leur distance, mais il y a eu quelques épisodes où on a eu les dauphins tout près. On les entend, ça c'est sûr. Quand ils sont dans le secteur, on les entend bien sous l'eau. Mais souvent, ils viennent dans la vague de notre bateau, le Yolan. Surfer, et donc ça, pour les plongeurs, c'est toujours un moment agréable, quoi. Ouais. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'autour du canyon, comme le disait Claire au début, se crée une prise de conscience déjà qu'il existe, puisque jusqu'à il y a quelques années, les gens avaient vaguement entendu ce mot gouffre, sans savoir si c'était, comme on dit, une fosse, une faille, etc. Depuis les journées du gouffre, et puis tout ce qui se fait autour, même les chercheurs qui apportent leur savoir, les plongeurs qui apportent leurs images, il y a une vraie conscience gouffique qui se crée sur Cabreton et un petit peu au-delà, puisqu'il y a beaucoup de gens, des naturalistes, des gens comme Lilian Aristote, qui se passionnent pour les créatures du gouffre, etc. Et on sent petit à petit naître un engouement autour du gouffre qui est assez plaisant et qui, voilà, il est présent dans des romans, il est présent parfois chez les scolaires, etc. Et on sent que cette culture du gouffre est en train de naître dans la région et je pense qu'on ne peut qu'espérer qu'elle s'agrandisse et qu'elle se diversifie. Je pense que la nature humaine est plutôt curieuse de façon globale et c'est vraiment une source de mystère, ce canyon. Donc la curiosité, elle éveille plein de personnes, c'est intriguant. Alors, nous les aquanautes, c'est la plongée. Il y en a les pêcheurs, je pense que si on interviewait les pêcheurs, qu'ils soient professionnels ou plaisanciers, quand au sondeur ils voient les rebords, qu'ils attrapent un lieu, etc., ils doivent s'imaginer le canyon. Pour eux, ça va être source de curiosité, évidemment, pour tout le monde. Et puis c'est vrai que maintenant on en parle dans la rue, et donc ça, c'est encore mieux pour le mettre en lumière. Voilà, donc en tout cas aussi ce qu'on peut dire, c'est que la prochaine journée du gouffre, puisque ça a lieu tous les 2 ans, aura lieu le 12 septembre, dimanche 12 septembre à Cabreton, comme d'habitude, avec un programme assez riche, comme d'habitude aussi, et des canyons qu'on a pris pas trop lointains, en plus ça correspond bien au temps actuel, donc des canyons de Méditerranée, parce que ce ne sont pas exactement des gouffres, mais ça s'en rapproche, et il y a beaucoup de choses à dire sur cette mer qui... On parlait de 120 mètres plus bas pour nous. Il faut savoir qu'à une époque, alors beaucoup plus lointaine pour le coup, la Méditerranée a été littéralement asséchée et que les espèces animales pouvaient passer d'un continent à l'autre à sec. Donc d'essayer d'imaginer ce paysage-là de la Méditerranée asséchée, je trouve que c'est assez intéressant. Et on comprendra mieux avec ces phénomènes donc, de niveau marin extrême comment se sont formés les canyons. Et puis aussi, Ifremer a commencé à lancer tout un travail sur le fait qu'on veut nommer des lieux importants dans le canyon, ce qu'on appelle la toponymie, c'est-à-dire les noms des villes, les noms des rues, les noms des lieux, tout ça. Et l'idée, c'est pour que les gens puissent s'approprier encore plus le canyon et qu'ils l'incarnent, c'est de proposer aux gens de chercher des noms de lieux assez proches dans un premier temps à la tête du canyon. Il y a par exemple cet éperon qui guide la houle vers la nord, et on se demandait si on pouvait le nommer. Alors là, on va avoir une image assez belle, ce sont des images faites par Ifremer,
qui nous montre le canyon in situ. Bon, là, on est dans la plaine abyssale du golfe de Gascogne, à 4008, ça va très très vite. Hein. Et puis on va tourner sur la droite, vous allez voir, brusquement, et on va être, voilà, ça c'est la sortie du canyon avec les monts de l'Europe derrière, enfin qui sont des montagnes pré-pyrénéennes en quelque sorte, même si ce n'est pas les Pyrénées. On arrive au large de Santander et là, hop, on est parallèle à nouveau à la côte espagnole. On remonte à une vitesse hallucinante, là on se croirait en avion. Et voilà, vous voyez un petit peu les méandres du canyon. Là, on est en train de remonter vers Cabreton, en quelque sorte. Vous voyez le petit point jaune en bas à droite, vous montre exactement où on est dans le canyon au fur et à mesure qu'on circule, avec tous ces méandres absolument extraordinaires. Et donc tout ça est parfaitement exact, et comme les pockmarks qu'on vient de voir et le glissement à gauche sont des endroits justement qu'on va essayer de nommer dans les problèmes de toponymie. Avec ces méandres et ces éboulements, on peut mieux comprendre en regardant ces choses-là et en les commentant et en les nommant, puisqu'on va parler de glissement, de verrou par exemple, sont des endroits où les méandres ont dû se contourner autour d'éboulements, comme ici aussi, avec l'arête. Tiens, c'est peut-être celle dont on parlait, ces arêtes-là. Des arêtes très pointues. Il y a des terrasses, enfin, en fait, on ne se rend pas compte comme ça, mais les paysages sont parfois très spectaculaires. Avec ces phénomènes, vous voyez, ces creusements, ces veines, c'est de l'érosion régressive. Et l'érosion régressive, c'est le fait que les courants sont tellement forts au fond du canyon, et bien que ça finit par faire tomber petit à petit les falaises et creuser ces veines magnifiques. Voilà, là on peut faire une petite pause, on voit bien Cabreton, on voit là où il y a marqué tête du canyon, cet éperon, c'est celui dont on parlait avec Nicolas tout à l'heure et qui probablement focalise la houle, qui va aller taper un peu plus loin sur un endroit que vous n'avez pas encore précisément réussi à filmer et sur lequel se forme la houle, la vague de la Nord. Et puis à droite, on voit effectivement des glissements récents, ce sont des choses qui se font très très rapidement. Et ces ravines aussi qui se forment, eh bien, on ne sait pas comment elles se forment, on ne sait pas pourquoi, et on peut très bien imaginer qu'il y en ait des nouvelles qui se forment, et même certaines qui soient plus proches qu'on pourrait le croire du bord. Donc c'est ce que je disais, c'est comme ce gouffre, c'est une espèce d'immense animal endormi, mais dès qu'on va le titiller un peu, il se réveille et finalement il a une puissance énorme, il contient beaucoup de choses à l'intérieur et je pense qu'il n'a pas fini de nous étonner. Sauf que Hugo, là tu m'as montré le canyon sec, tu m'as parlé de la Méditerranée sèche, là c'est pour les plongeurs, c'est pas bon là. Ah c'est vrai. T'imagines, on va tous devenir des randonneurs. C'est vrai. Pourtant, il est clair que quand on est sur les rebords, on cherche vraiment à s'imaginer qu'est-ce qu'il y a au fond. Et quand on trouve une colline, une crête, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est... Ouais, c'est la magie. C'est rendre visible l'invisible, ce qu'on s'efforce de faire ce soir un petit peu. Je ne sais pas quels sont les... Voilà, donc l'important c'était de vous montrer cette chose qui est là tout près, qui dort, mais qui ne dort pas tant que ça, et pour lequel on va continuer à faire beaucoup de choses. Je vois une question qui arrive qui nous demande quelle est la différence entre un canyon et un gouffre. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Ce canyon ici s'appelle le gouffre, c'est du patois. Je pense qu'à une époque où on faisait des sondages, on voyait qu'il y avait des profondeurs, et qu'on a dit c'est un gouffre, et donc c'est devenu un gouffre, et voilà, donc un gouffre. Le gouffre, c'est un canyon. Oui. Il a la particularité quand même en plus de trancher le plateau continental pour rejoindre la côte. Absolument. Contrairement à beaucoup de canyons sous-marins qui entament les rebords du plateau continental, mais ne vont pas, comme un fil à couper le beurre, aller jusqu'à la côte. En fait. Voilà, ouais. Il y en a d'autres des connus, tu as cité Nazaré, le canyon de Monterrey. Oui, à Monterrey, il y a aussi un fleuve derrière. Le Zaïre. Congo. Congo, en mer Noire aussi. En mer Noire, Vitesse. Voilà. Ouais. Et donc, il y en a un autre en Afrique encore. Ouais. 3% des canyons du monde sont de type gouffre. À peine. Ouais. Voilà, un petit voyage dans ce pays extraordinaire. Donc, bonsoir chers amis. Adichas. Adichas.
Au plaisir de vous revoir à du Gouffre pour les Journées du Gouffre.